disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure et les sujets inscrits au menu. Merci de nous suivre à la télé, c'est sur Cavi TV, disponible sur les bouquets Canal Plus et Star Times. C'est sur les réseaux sociaux. Vous nous suivez grâce à notre page officielle ou nos pages officielles, Cavi TV, groupe Cavi Média. Également sur notre application mobile disponible sur Play Store et App Store, Cavi Média. Et sur notre site d'information, siaminfo.com à la radio. Vous nous écoutez sur la 89.5 à Conakry environ. Beta FM, notre partenaire, relaie cette émission du côté de l'AB. Merci pour la fidélité. Au menu de ce matin, le président Mamadi Doumbouya a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes pour les 7 prochaines années. Le chef de l'État entend s'appuyer sur ces franges majeures de la population pour dérouler son programme de société, promesse politique au véritable tournant institutionnel. Alors que les attentes sont fortes, la question de la composition du gouvernement demeure. Quel ministère faut-il repenser? Quel profil promouvoir et selon quels critères sélectionner les cadres pour répondre aux aspirations d'une population majoritairement jeune et féminine? C'est notre grand dossier de ce matin. Dans la seconde partie de cette émission, le Scanner, cap sur les États-Unis, figure centrale de l'actualité internationale. Donald Trump continue de bousculer l'ordre mondial, fidèle à son slogan America First. Il imprime sa marque sur tous les fronts. Un an après son retour à la Maison-Blanche, quel bilan tiré de ces 12 premiers mois à la tête de la première puissance mondiale? Politique intérieure, économie, relations internationales. Que retenir de l'an 1 d'une mandature qui suscite toujours autant de débats et de controverses? Nos débatteurs apportent des réponses. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du Scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer, éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des... Merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes et à cette émission. Le Scanner, c'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs de chaque matin qui m'accompagnent autour de cette émission, autour de moi. Et dans cette émission, Guéna Boukian, bonjour, bienvenue.
Bonjour Abdallah et bonjour à tous. C'est un retour après des congés mérités. Oui, un retour trop plaisant, mais on fait avec. C'est ça aussi. Bangali Kama, le nouveau. Hein. Bonjour Bangali. Oui, bonjour Abdallah et bonjour à tous. Bonjour à celui qui est toujours là, Mohamed Leba, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par ce premier sujet inscrit au menu. Le président Mamadi Doumbouya a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes pour les 7 prochaines années. Le chef de l'État, je l'ai rappelé, entend s'appuyer sur ces franges majeures de la population pour dérouler son programme ou son projet de société. Promesse politique au véritable tournant, voilà la question que nous nous posons et d'autres questions, alors que les attentes sont fortes, la question de la composition du gouvernement ou du futur gouvernement reste de mise. Quel ministère faut-il repenser? Quel profil promouvoir? Et selon quels critères sélectionner les cadres pour répondre aux aspirations d'une population encore très jeune et une population, dit-on, on peut dire féminine. Mohamed Leba, c'est notre grand dossier de ce matin. On commence d'abord par cette première question. Promesse politique ou véritable tournant institutionnel après avoir écouté le discours du président Mamadi Doumbouya et d'abord des nouvelles que nous recevons ça et là par rapport à peut-être une démission imminente du gouvernement Baouli. Moi, je ne dirais pas que c'est une promesse politique, je dirais que c'est, disons, un tournant très décisif, si je peux me le permettre, dans l'histoire de notre pays, parce que quand il a parlé de dédier ce septennat aux femmes, on l'a déjà débattu ici, ce n'est pas une première que cela quand même soit prononcé par le président de la République, et cela s'est quand même matérialisé sur le terrain, parce que si vous regardez aujourd'hui la représentativité des femmes dans le gouvernement de transition, vous allez comprendre que oui, effectivement, ce qu'il disait dans son discours de prise de pouvoir et d'autres discours qui ont suivi le 5 septembre 2021, c'était bien, disons, sur le terrain. En tout cas, selon ce que nous présente le gouvernement, et voilà, et d'autres directions aujourd'hui quand même qu'occupent des femmes et des jeunes. Alors, la dernière fois, vous avez rappelé naturellement, la DG, c'était quand même un organe, je ne dis pas le plus grand, en tout cas quand même l'un des plus grands, si vous prenez aujourd'hui, parce que c'est ce qui a permis à la Guinée de souffler, de sortir de cette transition. On s'attendait moins à ces résultats-là parce qu'on nous a quand même habitués à beaucoup de choses dans ce pays-là, mais cela a quand même marqué une rupture disons, de violence lors des élections, par exemple, dans notre pays. La dernière élection présidentielle qui a lieu ici en Guinée, nous savons ce qui s'est passé le 28 décembre Non, je parle de l'avant-dernière élection. L'avant-dernière élection qui a été émaillée de violence, il faut dire le double scrutin. Le double scrutin, je crois, c'était en octobre 2020. En octobre 2020, nous savons ce qui s'est passé. Alors, il y a beaucoup qui se demandaient est-ce que ces mêmes épisodes de violence n'allaient pas revenir. Cette fois-ci, c'est une femme qui est à la tête de cette direction, chargée quand même d'organiser des élections en République de Guinée. Nous avons vu d'abord avec la tenue du scrutin référendaire, ce qui s'est passé, enfin... On parle bien de Dame Diana Boutouré. Beaucoup, vous savez, chacun, disons, des politiques étaient quand même partis de ces commentaires pour dire non, attention, les partis, les ceci et les cela, mais finalement, on a fait ce test avec le scrutin référendaire, et après cela, il y a eu ce scrutin présidentiel qui a quand même été géré, je ne dis pas avec maestria, mais quand même avec moins d'incidents. Nous avons vu de Conakry à l'intérieur du pays, c'était presque un sans faute. Donc on ne peut pas dire que tout était rouge, mais en tout cas les incidents n'étaient pas majeurs. De l'autre côté, il y a beaucoup de ministères aujourd'hui stratégiques, des ministères quand même qui s'avèrent comme étant le poumon même, disons, du gouvernement. Des ministères régaliens peut-être. Régaliens, des ministères très stratégiques, parce que si vous prenez le ministère de l'économie numérique par exemple, c'est une dame aujourd'hui qui gère
ce ministère. De l'autre côté, bon, donc on diront que le ministère de l'action sociale ou de la promotion féminine et de l'enfance, c'est un ministère naturellement occupé par des femmes, mais il faut comprendre, il s'agit des questions de femmes. C'est très difficile qu'un homme arrive à s'en sortir aussi facilement. Il s'agit des questions de femmes. Difficile, mais pas impossible. Oui, pas impossible, mais c'est difficile. C'est la femme qui connaît très bien ce qu'une femme veut, hein, facilement. On peut comprendre que c'est possible pour elle de s'en sortir. De l'autre côté, il y a d'autres ministères, notamment qui ont été occupés, des portefeuilles occupés durant la transition par des femmes, notamment le ministère de l'enseignement technique, le ministère du commerce, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Donc, c'était quand même rare de voir cela dans notre pays, mais je me dis que ces discours prononcés au lendemain du 5 septembre 2021, quand même, ces discours ont été matérialisés sur le terrain pour ce qui est de permettre à la jeunesse et à la femme d'être au cœur quand même des décisions, des instances de prise de décision. Alors, on me dira peut-être qu'à la tête de la HAC, il y avait une dame avant l'arrivée de Yacine, mais il faut comprendre aujourd'hui les tenants et les aboutissants, surtout quand on parle. Il y a un autre ministère, notamment le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement, qui depuis un bon moment, ce sont des femmes. Oui, évidemment. Donc, cela permet aujourd'hui de dire que cette promesse du président, ou le discours du président, ne semble pas être une promesse politique, mais plutôt une annonce quand même pour un tournant décisif de notre histoire. De notre histoire, il nous rejoint ici dans ce studio et sur ce plateau. Mfali Gilavogui, spécialiste en communication politique et publique. Bonjour, bienvenue. Oui, Abdallah, bonjour à l'ensemble des co-débatteurs, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de votre groupe de médias CAVI. Merci de nous rejoindre dans le scanner. Oui, c'est un devoir. Je me tourne vers vous, Guina Boutiam. Est-ce que vous partagez le même avis que Mohamed Leba aujourd'hui sur ce pan du discours du président Mamadi Doumbouya qui aujourd'hui dédie son mandat aux femmes et aux jeunes? Discours politique, promesse politique ou tournant institutionnel? Moi, je dirais tournant institutionnel. Je vais rejoindre le bas, puisque comme il l'a dit, c'est tellement visible la représentativité des femmes dans le gouvernement de la transition. Vu que c'est la même tête qui revient à la tête de l'État, j'ose croire en tout cas que ce qu'il a dit, c'est vrai. Donc là, Abdallah, parlant de ministère à promouvoir ou des choix de cadre, moi je dirais que la Guinée est un pays qui regorge assez d'intellectuels. Et ces ministres-là, ils ont déjà montré de quoi ils sont capables. Et beaucoup parmi eux, on a vu leurs limites et cela ne se cache plus. Donc je préfère que le président de la transition donne la chance le président de la République. Pardon. Le président de la République. Pardon. Oui, je sais, mais la précision... Pardon. Je disais que je préfère que le président de la République donne la chance à d'autres Guinéens de venir exposer leur vision qui peut-être pourront faire bouger le pays. Certes, il y a des ministres à féliciter, il y a d'autres qui se sont bien démarqués, qui ont pu quand même faire bouger les lignes au sein des secteurs qu'ils occupent. Donc, mais ils ne sont pas seuls. Il y a beaucoup qui existent, qui peuvent faire plus. Donc, il faut donner la chance à ces personnes et voir ce qu'ils sont capables de faire. Donc, un nouveau gouvernement avec de nouvelles têtes, nommer des gens en fonction de ce qu'ils peuvent apporter au pays, promouvoir l'excellence. En gros, il faut mettre l'intérêt du pays en avant. Et lors des différentes nominations, je voulais dire. Donc, moi, je dirais que le gouvernement soit dédié aux femmes ou aux jeunes. L'essentiel est de miser sur les personnes qui pourront faire bouger la Guinée, miser sur leur niveau de patriotisme et la confiance que ces personnes peuvent établir entre elles et les acteurs du secteur que ces personnes vont
diriger. Donc j'ose croire qu'il n'y aura pas de nominations qui vont piétiner les normes administratives et que tout se reposera sur le mérite pour ce nouveau gouvernement de la 5e République. Le nouveau gouvernement de la 5e République, on se pose encore des questions. Bangali Camara, après avoir écouté le discours du président Mamadou Doumbouya, 2 intervenants déjà. Mohamed Leba qui soutient un véritable tournant institutionnel. Djinabou, que ce soit femmes ou jeunes, miser sur les capacités ou les têtes, des cadres qui peuvent diriger la Guinée en mettant en avant le pays, tout en excluant des intérêts individuels. Aujourd'hui, est-ce que vous partagez ces 2 avis ou pour vous, c'est juste des annonces politiques, tout pourrait changer pendant ce septennat? Justement, bonjour Abdallah et bonjour à mes co-débatteurs. Et ce n'est pas un discours anodin et ce n'est pas une simple déclaration, parce que sachant que quand nous prenons la vie politique, la vision politique du mandat, ce slogan-là, faire des femmes et des jeunes le cœur de la transformation nationale, parce que qui connaît la Guinée a une population très jeune et cette population-là est majoritairement représentée par les femmes dans tous les secteurs de la vie sociale et à la vie politique. Et également, donc, ces femmes-là, faire ces femmes-là comme étant le moteur de développement économique et social, ce n'est pas du tout anodin. Donc, le président de la République, il a bien visé, il a bien réfléchi pour représenter ces femmes-là à des postes de responsabilité. Parce que par le passé, nous avons connu que les femmes ont toujours occupé des postes centraux ici, dans ce pays, et notamment quand vous regardez les affaires étrangères, au niveau même la gouverneure de la ville de Conakry, c'est une dame. La DG, c'est une dame. On a donné des exemples. Même au niveau de l'Assemblée nationale, je pense bien, une dame a une fois occupé le poste de la commission défense, qui est Guéné Saran Camara, qui n'est pas mal, qui a bien géré ce département. Donc aujourd'hui, et également au niveau de la santé, et le bas l'a rappelé tout de suite là, car nous voyons que les femmes sont au cœur de la santé, c'est elles qui donnent la naissance. Donc ce département, une fois, a été dirigé par la dame qui a été directrice générale de l'hôpital national, donc à Siké. Donc ce sont des femmes, de par le passé, qui ont réellement donné des traces pour un développement là. Donc aujourd'hui, avec ce discours du président de la République, le président Mamadou Doumbouya, pour placer son septennat à l'endroit des femmes et des jeunes. Donc c'est pour dire une fois de plus que ces postes de nomination ne doivent pas simplement pour des postes que nous savons très bien, l'environnement et autres. Et il doit y avoir également des postes régaliens. Aujourd'hui, l'éducation, c'est un secteur névralgique de l'État, car tout part avec de l'éducation. On a vu... Qui parle de développement par forcément de l'éducation. Donc c'est un secteur vraiment la clé de voûte ici du développement. Et Achaba, à des moments, qui a été, à un moment donné, ministre de l'éducation dans ce pays, et elle n'a pas même pas fait ses preuves. Et aujourd'hui, le président Mamadou Doumbouya, lors de la transition, a bel et bien pris ces femmes, notamment Achaba, mais également d'autres femmes, d'autres femmes, Adia Daraba, pour à la tête d'une commission de diriger cette nation. Donc les femmes aujourd'hui occupent vraiment un poste vraiment central. Et si le président dédie son mandat à ces femmes et à ces jeunes, ce n'est pas du tout un discours anodin, c'est de la réalité, ce n'est pas un discours politique, car ce sont des personnalités qui sont aujourd'hui au cœur du développement socio-économique de notre nation. Des couches au cœur du développement de notre nation, Valérie Guilavogui, vous y croyez? Pour vous, ça reste encore un véritable tournant institutionnel, ou on peut aussi parler d'une dose politique? Oui, merci pour la question. Je crois que le président de la République, M. Mamadi Doumbouya, alors, quand on voit le discours qui a été prononcé, discours dédié, selon lui, aux femmes. Mandat dédié. Dédié aux jeunes et aux femmes. Sur le plan politique, au fait, il adopte un peu la posture de certains chefs d'État que nous avons connus, parce que ce n'est pas une première qu'un chef d'État annonce publiquement au peuple de Guinée qu'il dédie tel mandat aux jeunes et aux femmes. Dans le passé, je pense qu'il y a certains chefs d'État qui ont emprunté, si vous voulez, le même discours. Maintenant, c'est un discours d'engagement que le président Mamadou Doumbouya a tenu, et il annonce une rupture, même si quand vous voyez un peu le contexte, ce n'est pas qu'aujourd'hui les femmes restent à la queue du peloton. Il y a des femmes qui ont mené naturellement, qui ont participé
à la gouvernance pendant la période de transition et elles se sont démarquées à travers leur bilan. Mais quand le chef de l'État met en avant alors, le mandat durant les 7 prochaines années, alors il dédie son mandat aux jeunes et aux femmes, je pense que ça soulève quand même un certain nombre d'éléments. Oui. Un certain nombre d'éléments, parce que avoir un peu la population guinéenne, on sait que la majorité, ce sont des jeunes. Les 60% de la majorité de la population, ce sont des jeunes. Oui. Et ce sont aussi des femmes. Alors, quand vous prenez les instances de prise de décision, alors, quand on l'adosse un peu au cadre légal, le cadre légal qui parle de 30%, est-ce que les 30% là sont respectés? La réponse est non. Alors, est-ce que le chef de l'État aujourd'hui veut augmenter, certainement dans le prochain gouvernement, le quota? C'est-à-dire, s'il y avait par exemple 10 femmes, est-ce qu'il veut remonter jusqu'à 15 ou bien 20? Donc, dans le prochain gouvernement, se pose cette question. Ça, c'est important dans la mesure où il y a quand même des femmes, il faut le reconnaître aujourd'hui, qui se font démarquer, qui répondent, si vous voulez, à certains critères, mais qui sont marginalisés au niveau des instances de prise de décision. Alors, quand le chef de l'État sonne alors cette rupture, je pense qu'au sein de l'opinion, les gens peuvent applaudir, sauf qu'il y a un travail de fond qui doit être mené. Alors, aujourd'hui, on se pose la question où, par exemple, on peut mettre les femmes afin qu'elles s'affirment, afin qu'elles participent de façon significative au développement de la République de Guinée. Parce que quand on regarde un peu l'architecture gouvernementale, il y a des femmes. Mais est-ce que les femmes occupent des postes stratégiques? La réponse est non. Donc il va falloir que dans le prochain gouvernement, que le pouvoir puisse travailler dessus. Donc une femme première ministre, vous y croyez? Une femme première ministre, bon, ça dépend, parce que ça dépend aussi une fois de la vision du chef de l'État. Ce n'est pas qu'on n'a pas de femmes capables. Nous avons des femmes qui sont bien, qui ont de l'expertise, qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Mais est-ce qu'encore le chef de l'État veut jeter son dévolu naturellement sur la femme, parce que la primature, c'est un poste purement politique. Alors, est-ce que nous avons des femmes qui seront à même de mener l'action gouvernementale? À ce niveau, je pense que la question, il faut la relativiser. Il y a des femmes politiques, mais le paysage tel qu'il se présente aujourd'hui, est-ce qu'on a une femme qui est capable de mener, par exemple, le cadre de dialogue, qui est capable de rapprocher les positions, c'est-à-dire la mouvance présidentielle, l'opposition sur des questions qui fâchent. Est-ce que nous avons des femmes qui ont cette carrure de mener, de mener à bien, si vous voulez, ces questions-là? Alors, moi, je pense que, de mon côté, je pense que il faut travailler sur l'architecture du gouvernement. Il faut confier davantage les postes stratégiques aux femmes. Vous prenez, par exemple, dans les marchés, la majorité, ce sont des femmes. Mais est-ce que les femmes sont, par exemple, associées? Parce que l'économie informelle est tenue par des femmes. Les marchés, vous prenez le marché, les grands marchés de Conakry, de Kindia. Oui, le chef de l'État l'a rappelé, il dit ce sont nos mères qui se lèvent, dans son discours. Voilà, mais est-ce que ces femmes, aujourd'hui, sont associées dans les prises de décisions ou en prenant des décisions, notamment portant sur la fiscalité? Est-ce que les préoccupations de ces femmes sont prises en compte? La réponse est non. Donc, une fois encore, pour inverser la tendance, moi je pense qu'il ne faut pas désormais confier des postes périphériques aux femmes, mais il faut par exemple les porter au niveau des postes stratégiques. Vous avez vu le ministère de l'économie et des finances. Moi je voudrais voir une femme qui a de l'expertise et qui peut mener à bien, si vous voulez, l'action économique. Je pense que des femmes que nous connaissons, des femmes économistes, peuvent aider la Guinée. Il y a quand même de la ressource. Il y a de la ressource. Oui, il y a de la ressource. Vous voyez au niveau de l'éducation, c'est-à-dire l'éducation nationale, c'est-à-dire vous prenez le ministère de l'enseignement pré-universitaire.
on peut porter là une femme. Mais attention, mais dans le quota, il y a une femme déjà qui gère un département. Oui, j'ai dit, oui, on a attendez, 3 départements. j'en viens. C'est un peu différent. Oui, Voilà. c'est ce que j'ai dit, mais il y a une femme il y a dans le passé, il y a des femmes au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement préuniversitaire, qui ont tiré leur épingle du jeu. Ouais, Hadja Chaba. Voilà, Hadja Chaba, qui reste d'ailleurs dans l'histoire comme un exemple. C'est d'ailleurs enseigné dans les écoles. Donc ça veut dire que au niveau de l'éducation, on peut avoir une femme rigoureuse qui peut travailler afin que les enfants soient mieux qualifiés pour leur intégration professionnelle. Parce que le problème, au niveau de la formation, vous avez parfois des enfants qui sont formés, mais il y a un problème d'intégration. Il faudrait que le système soit aussi réadapté à ça. Bien. Il y a un travail de management qui doit être fait. Vous prenez au niveau de l'enseignement technique, on a déjà une femme. Mais est-ce que le système tel qu'il est aujourd'hui permet aux étudiants qui fréquentent les écoles professionnelles d'intégrer le monde professionnel? La réponse est non. À ce niveau, il faut travailler. Il y a des efforts qui sont en train d'être consentis depuis. Oui, je n'en disconviens pas, mais les défis sont tels qu'il faut complètement les réadapter. C'est-à-dire, les enfants, il faut instaurer un système de stage, c'est-à-dire lier la théorie à la pratique. C'est un peu comme dans les universités. Il y a certaines universités, ce n'est pas pour une publicité, mais qui tirent leur épingle du jeu. Maintenant, vu, par exemple, vous êtes sur les femmes, mais j'oublie, je comprends que dans le PAN, vous oubliez les jeunes. Non, le président a dédié aux femmes et aux jeunes. Oui, bien. La femme, il faut dire que la femme est baromètre, de la société. De la société. Voilà, donc je m'accentue davantage sur la femme dans la mesure où, on le dit souvent, partout où les hommes ont échoué, les femmes portent le flambeau de la réussite. Donc il faut applaudir certaines femmes. C'est parce que nous sommes dans une société patriarcale que les femmes parfois sont reléguées au second plan. Sinon, dans certaines sociétés, je pense que les femmes sont toujours à la tête. Voilà, donc de certains départements. Maintenant, en ce qui concerne les jeunes, bon, je parlais du système au niveau de l'éducation. Il faut réadapter un peu. Il faut instaurer le système de stage. C'est-à-dire, ça permet aux enfants, ça soit même une obligation. Vous avez par exemple à l'ISIC de Kuntia, où le stage il est obligatoire. Oui. C'est que l'Institut travaille. Il y a un programme qui est élaboré, qui est implémenté, qui fait que les étudiants déjà lient la théorie à la pratique. Donc, dès qu'ils sortent, ils n'ont pas de problème d'intégration professionnelle. Certaines universités privées comme Mercure implémentent, si vous voulez, le même système où le stage est obligatoire, c'est-à-dire que vous liez la théorie à la pratique. Je pense que si toutes les universités faisaient la même chose, il n'y aurait pas de problème d'emploi parce que pour la plupart, ceux qui ont des moyens, les jeunes, dès qu'ils sortent, au lieu de travailler pour une entreprise, ils peuvent, par exemple, fonder leur propre entreprise. Oui. Maintenant, en ce qui concerne les jeunes, je pense que la majorité, d'ailleurs, de la population guinéenne reste jeune. Alors, aujourd'hui, les jeunes sont utilisés dans le cadre politique. Les jeunes restent complètement en marge du développement parce qu'il n'y a pas adéquation entre la formation et le monde professionnel. Donc, il faut travailler dessus. On parle des vrais jeunes, hein, donc de 0 à 35 ans. Là. Attention. Oui, il y a des faux jeunes. Oui, il y a des faux jeunes. Des faux jeunes, on parle de 40 ans, 45 ans, mais des vrais jeunes. Hein, selon oui, mais en Afrique, on considère... c'est la peur de la jeunesse, là. Non, attention. Oui, mais en Afrique... Heureusement qu'on n'est pas au Congo. Oui, en Afrique jusqu'à 45 ans. On parle de l'UNESCO. Oui, mais nous qui sommes là, nous sommes des jeunes. Oui, mais attention, à des proportions près. Voilà, nous sommes des jeunes. C'est un rappel. Hein, parce alors, que au niveau, oui. Bon, nous avons des ministères dédiés à la jeunesse. Mais à ce niveau, il faut aussi que le ministère travaille. Parce que c'est un ministère qui est hautement politique. Il faudrait que ce soit un ministère technique, où vous avez par exemple de l'expertise, où il y a une ouverture aux jeunes. Il y a des jeunes qui ont des projets innovateurs. Il faut les aider à réaliser des projets. C'est-à-dire, mais aujourd'hui, vous avez par exemple, je connais des jeunes qui ont déposé des projets. Au lieu que ces projets-là soient financés par le département,
Ce sont des projets qui ont été détournés, qui ont été expropriés d'ailleurs par des commis de l'État et par après qui ont été exécutés. Ce qui est anormal. Donc aujourd'hui, le prochain gouvernement devait travailler à ce qu'il n'y ait plus de problème d'intégration. Donc moi je crois que le chef de l'État adopte une posture politique. Il fait une ouverture pour la jeunesse, une ouverture pour la femme. Mais une fois encore, pour réussir, il y a un travail de fond qui doit être mené. Et là, je crois que c'est la primature qui doit faire tout ce travail afin que les 7 prochaines années soient quand même une année de réussite pour eux, ces couches qui sont marginalisées pour l'heure. Puisqu'on fallait ouvrir la brèche, aujourd'hui le choix des cadres est quand même un facteur très important dans la nomination du prochain gouvernement, en attendant, comme je l'ai si bien dit, en attendant la composition de ce gouvernement. Aujourd'hui, Mohamed, est-ce que vous pensez qu'on doit être très exigeant sur le choix des cadres et les profils? Parce qu'à un certain moment, on a quand même décrié certains choix ici en République de Guinée. Je ne vais pas nommer des gens expressement, mais vu le CV, c'était des personnes ou c'était des profils à discuter, si on peut le dire ainsi. Le président a dit quelque chose dans ses discours de ces derniers temps-là, notamment ces 2 derniers discours, le discours d'investiture et le discours de présentation des vœux de nouvel an, où il a parlé de rigueur. Alors si on s'en tient à ces différents pans des discours du président, il faut lier l'acte à la parole. Et comment le faire? Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un gouvernement de nous sortir en gouvernement de récompense. Alors nous savons très bien ce qui s'est passé pendant cette élection-là. Beaucoup s'attendent aujourd'hui à des récompenses politiques, notamment des personnes qui disent avoir mouillé le maillot pendant la campagne présidentielle, pendant cette élection. Chacun de son côté est en train de dire aujourd'hui, grâce à moi, le président a obtenu des suffrages dans cette localité-là, dans cette circonscription électorale. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui. C'est au président, encore une nouvelle fois, de savoir, de se dire attention, j'ai déjà pris des engagements lors de ma prestation de serment. Il me faut quand même matérialiser ces engagements-là sur le terrain. Ces engagements se matérialisent par quoi? Le choix ou les différents choix dans ce nouveau gouvernement devraient être des choix notamment d'abord pertinents, basés sur le talent. Je ne parle pas, disons, de l'expérience. Pour certains portefeuilles, il faut carrément avoir de l'expérience. C'est quelque chose quand même qu'il faut dire. Il y a de ces portefeuilles où on a besoin de personnes qui ont vraiment des vécus. Alors, des personnes qui savent réellement ce qu'il faut, parce qu'on ne vient pas à la tête de ce département-là pour apprendre. On vient à la tête de ce département-là pour une rupture. La rupture, c'est-à-dire du mauvais travail, et pour le bon travail. Pour que le travail soit très bien fait, il faut d'abord connaître, réellement ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, la mission qui nous est assignée et surtout réellement ce qu'on est en train de rechercher. Il y a beaucoup de ministères qui s'avèrent aujourd'hui stratégiques. Et si je prends exemple sur le ministère, par exemple, de la justice, on a besoin de quelqu'un qui quand même est imparfait. Il reste quand même un ministère régalien. Donc quelqu'un qui s'y connaît très bien, quelqu'un qui ne viendra pas apprendre à ce niveau-là. Il y a d'autres ministères, notamment quand on prend le ministère, disons, des postes de télécommunications, de l'économie numérique. Quelqu'un aujourd'hui dont l'ambition quand même reste focus sur le monde numérique, parce que l'évolution du monde suit cela. Et de l'autre côté, il y a bien... Parlons-en, le ministère de la jeunesse. J'ai bien aimé que Mfali touche du doigt, parce que c'est très important aujourd'hui de dissocier, c'est-à-dire la jeunesse à la politique. Et de par le passé, et jusqu'ici, c'est un exercice difficile. C'est un exercice difficile, oui, c'est vrai, parce que la jeunesse aujourd'hui même ne semble pas prendre conscience de tous les actes posés au quotidien. Voilà, on touche à tout et puis on semble être à la merci des politiques. Et finalement, voilà, lors des nominations, surtout à ce poste-là, la plupart
si vous regardez ces derniers temps, les ministères ou les ministres qui quand même se sont succédés à la tête de ce département-là viennent quand même du monde politique. On peut même faire le décompte si vous voulez. Celui qui est là actuellement vient du monde politique. C'est lui qui l'a remplacé également du monde politique. Celui qui a remplacé ce dernier du monde politique. Lui il n'est pas politique. Hein, vous parlez de qui? L'ex-premier ministre. Lui il était dans les affaires. Je parle du ministère de la Jeunesse. Je parle du ministère de la Jeunesse. Alors, si on parle de la promotion de la jeunesse, voilà le ministère. Ouais. Quand même, d'abord, qui devrait être au cœur de toutes les actions de jeunes, aujourd'hui allant quand même dans le sens, disons, de promouvoir le talent, de promouvoir la jeunesse. Au niveau de ce département-là, vous prenez les 5 ou 6 derniers ministres, c'est très difficile de trouver un ministre qui ne vient pas du monde politique. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut quand même une rupture? Et c'est bien normal parce qu'à travers ce ministère-là, il faut quand même se dire qu'on a besoin de création. On en dit beaucoup aujourd'hui du ministère de l'Éducation, de l'enseignement préuniversitaire, de l'alphabétisation, du ministère de l'enseignement supérieur et également de l'enseignement technique, que ces portefeuilles devraient naturellement revenir aux femmes pour tout ce qu'on va vient de citer, je ne vais pas revenir dessus, mais parlons de ce ministère de la jeunesse parce que ça sonne quand même jeune. On parle du ministère de la jeunesse, alors là, on a besoin de rupture, on a besoin de création ou de renforcement. L'essentiel aujourd'hui pour l'entrepreneuriat, la formation professionnelle et surtout l'insertion. Il fallait parler de beaucoup de choses aujourd'hui quand même, qui restent une réalité ou des réalités très misérables sur le terrain. Parce que si vous regardez l'inadéquation entre la formation et l'emploi, c'est une réalité aujourd'hui parce que la plupart des jeunes, aujourd'hui, ce qu'on leur propose, vous allez voir qu'il y a une incompatibilité. Il y a une incompatibilité et cela, le gouvernement devait quand même s'y mettre. Cela commence à travers à partir de l'université jusqu'au niveau, disons, des instances qui doivent abriter ces jeunes-là. Alors, d'abord, cela doit commencer par une rupture. Avoir un ministre d'abord jeune et qui n'est pas issu du monde politique. Parce que si vous êtes là, la plupart, c'est tout ce qu'on dit aux jeunes, ne restez pas autour du thé, quittez là, ne restez pas, ne vous laissez pas manipuler. On n'en a plus besoin de ces différents de ces arts de discours-là. Il faut créer des opportunités. Il faut confier ce département-là à des personnes aujourd'hui censées connaître réellement les problèmes dont les jeunes sont confrontés. Et je crois que le faire, c'est une manière quand même de permettre au président de la République de matérialiser un peu ses engagements pris lors de sa prestation de serment sur le terrain par rapport, et cela commence par ce nouveau gouvernement. Par ce nouveau gouvernement, Djenab Cham, un ministre de la jeunesse non politique. Est-ce que vous acceptez peut-être cette appellation? Même pas peut-être, mais j'aimerais quand même, comme il l'a dit, voir un ministre qui n'est pas issu du monde politique. Parce que là, quand vous envoyez un politique à la tête d'un département ministériel, surtout de la jeunesse, sa mission c'est quoi? C'est de ne pas... en fait, je disais sa mission... Première, il va parler de politique aux jeunes. Il fera recours aux jeunes que quand il sera question de politique ou de mobilisation politique. Donc, si c'est quelqu'un qui n'est pas de ce monde, qui connaît les mots de la jeunesse, une personne qui a vécu, une personne, comme il l'a dit, pas forcément qui a un CV bien lourd, mais quelqu'un qui connaît, un jeune qui sait ce que veut la jeunesse guinéenne, je crois qu'il pourra sortir cette jeunesse, réveiller la jeunesse parce qu'elle est endormie. Disons aux jeunes, je vais revenir un peu sur ce que Ba a dit, disons aux jeunes de quitter autour du thé, sortez des quartiers, allez-y trouver de l'emploi, mais chercher de l'emploi aujourd'hui, l'insertion socio-professionnelle des jeunes, c'est une casse-tête. Un vrai casse-tête. Voilà, donc venir, il y a assez de jeunes qui ont leur licence, qui ont terminé l'université, mais c'est difficile pour eux de décrocher même en stage.
C'est très difficile. Et en même temps, les programmes étudiés à l'université, c'est tout à fait différent de ce qui est vu sur le terrain. Et il n'y a pas... il n'y a pas de lien entre, entre ces deux mondes. Tu sors de l'université, tu es sur le terrain, c'est comme si tu viens de naître, tu ne connais absolument rien. En fait, ça envoie, c'est pourquoi il y a des moments où on voyait sur les réseaux sociaux des gens dire que l'école était inutile, puisqu'il n'y a aucun rapport entre... c'est l'un des débats les plus inutiles aussi de la République. Un débat très inutile. Ultra. Oui, justement, mais il ne faut pas voir que dans ce sens. Il faut aussi se demander pourquoi est-ce que ces gens ils se permettent de dire cela. Donc moi je vais carrément aller sur un changement du programme à enseigner dans les salles de classe, du primaire à l'université. Il faut revoir. Au moins une mise à jour. Oui, il faut revoir parce que depuis moi j'étais au primaire jusqu'à maintenant ce sont les mêmes programmes qui sont enseignés. Donc ça ne peut pas continuer. Parfois les mêmes leçons. Voilà, le monde il y a une évolution, il y a une révolution. Il y a quand même eu quelque chose. Donc, oui, mais c'est assez minime. Donc, il faut carrément revoir. Actuellement, Abdallah, c'est très rare je peux dire difficile, de voir un élève guinéen du collège qui peut te manier un ordinateur. C'est très difficile. Et il y a des projets, il y a quand même ce projet de connectivité. Des écoles. Bon, on espère que vraiment le projet des projets. Voilà, il va apporter. Mais ça a été lancé, on a commencé. On espère que le projet va porter fruit. Voilà, on espère que le projet va porter fruit, mais il y a tellement de choses à faire. Il ne faut pas que venir dire les jeunes font ci, les jeunes on fera ça pour les jeunes. Il faut agir. C'est le terrain qui doit parler. Yeah. Il faut qu'on sorte des débats stériles. Il faut qu'on laisse toute cette propagande. On ne doit pas prendre la jeunesse comme un bouclier. Ouais. Voilà, je peux dire un bouclier. On ne doit pas prendre la jeunesse ou les femmes comme un sujet de campagne pour divertissement. Voilà, pour avoir juste ce que l'on veut. Et après, une fois là, on pense à autre chose. Ouais. Parce que il y a des femmes qui sincèrement qui s'en sortent très bien. Il y a des femmes qui se battent. Et là en Guinée on ne pense qu'aux femmes que quand on parle de la femme elle donne vie, la femme c'est elle qui quand le 8 mars arrive. Voilà, c'est elle qui fait ci, c'est elle qui fait ça. Pourtant le 8 mars même ce n'est pas la fête des femmes, c'est pour promouvoir le droit des femmes. Ouais. Ce droit aussi n'est même pas respecté. Donc il faut miser sur l'éducation des femmes. Il ne faut pas que le dire. Il y a des ONG, il y a d'autres groupes de personnes qui le font, mais c'est pas aussi appliqué. Beaucoup même créent des ONG pour se remplir les poches. Il faut carrément aller sur le terrain. Il faut faire ce que l'on dit. Il faut être patriote. Il faut aimer ce que l'on fait en fait. Bien. Ce qui est bien compris, les femmes, les jeunes, au cours de ce mandat, on en parle. Quel profil, quel gouvernement, quel cadre à la tête des différents départements? Wangali Camara, vous partagez ces avis? Bien sûr, évidemment, je partage ces avis. Moi, je dirais tantôt, et pour enrichir ce qu'il vient d'exposer, et aujourd'hui, nous pouvons dire que le président Mamadi Doumbouya est l'un des présidents qui a vraiment les mains libres. Parce que là, ce sont des mouvements qui l'ont porté à la présidence. C'est un mouvement. C'est un mouvement. La GMD, la Génération pour la modernité et le développement. D'accord? Donc, la Génération pour la modernité et le développement, ce ne sont pas des partis politiques. D'habitude, si c'était un parti politique, dès la fin des élections présidentielles, tout de suite là, ceux qui ont mouillé le maillot, comme on le dit souvent, s'attendent à des postes de récompense. Mais nous avons vu cette fois-ci, le président Mamadi Doumbouya, ce ne sont pas des partis politiques qui l'ont porté, mais plutôt des mouvements. Alors, cette Génération pour la modernité, et mes collègues ont parlé tout de suite là des ministères de la jeunesse, moi je vais partir un peu sur le ministère de l'économie numérique et actuellement avec l'intelligence artificielle, les télécommunications, avec le monde de l'intelligence, les postes de télécommunications. Aujourd'hui, c'est un secteur aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a des jeunes qui sont réellement trempés dans le monde de l'Internet, de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on doit réellement mettre ces jeunes-là à l'œuvre. Vous avez dit en ministre politique, moi je dirais tantôt des managers. Aujourd'hui, nos départements ont besoin des managers. De vrais leaders. Des vrais leaders. Ouais. Parce que des leaders qui peuvent réellement manager certains secteurs pour le développement. Et de l'autre côté, et au-delà
un des secteurs aussi qui est beaucoup plus occupé par les jeunes, mais qui est vraiment abandonné, c'est le sport. Quoi qu'on dise, oui, on peut dire ainsi. Le sport, c'est un secteur vraiment qui est occupé par les jeunes. Quand on dit le sport, il y a le football, le basketball, le handball. Donc, ce sont des secteurs aujourd'hui qui ont vraiment besoin des managers. Il n'est pas jeune, il n'est pas aussi sportif. Vous voyez, il n'est pas sportif et c'est pourquoi aujourd'hui on voit ce département-là dormir et qui parle. Il n'est pas sportif. Il n'est pas sportif. Ce n'est pas méchant. Donc aujourd'hui, ce sont des départements ministériels qui ont vraiment besoin des jeunes et trempés, rompus à la tâche. Et certainement, nous voyons que les 4 ans de transition que le président Mamadi Doumbouya a dirigé, peut-être c'était un test parce que le premier gouvernement était complètement rempli de diaspora. C'était, on peut dire, c'était un stage, mais cette fois-ci, il s'y connaît très bien maintenant. Donc le choix doit être des choix responsables, des choix vraiment pour ce septennat, des choix responsables pour carrément transformer le pays sur plusieurs secteurs, notamment avec les jeunes qui tout le temps, avec la fuite des cerveaux, qui part vers le désert, mais également qui boivent la mer Méditerranée. Donc s'il y a des opportunités d'emploi, des startups qui sont ouverts pour eux, et pourquoi pas des infrastructures sportives pour qu'ils puissent bien s'épanouir, je pense bien la jeunesse pourra réellement trouver son compte dans le prochain gouvernement de Mamadi Doumbouya. L'un des premiers présidents de l'histoire de la Guinée qui est porté par un mouvement, c'est Mamadi Doumbouya. Je pense qu'on est bien d'accord sur ce point. Et Bangali soulève un point très important. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que, puisqu'il a été porté par un mouvement de jeunes, entre griffes de jeunes, mais soutenu aussi par des partis politiques, le président dit, avec les alliances politiques, le président, on peut dire qu'il a toute la main libre. Aujourd'hui, il n'est pas obligé de se mettre dans des récompenses politiques. D'où cette question. Est-ce que vous estimez voir un gouvernement moins politique? Oui, je pense que si le président Mamadi Doumbouya veut réussir, il faut d'abord dépolitiser complètement l'administration. Parce que depuis des décennies, je pense que ce carcan a quand même laissé, si vous voulez, des conséquences négatives. Ça fait que nous avons une administration politique, une administration contre-productive. Quand une administration est politique, c'est-à-dire ce sont les récompenses. Ce sont des militants et des sympathisants qui sont nommés en lieu et place, si vous voulez, des cadres compétents et compétitifs. Et nous avons une administration aujourd'hui, pour moi, qui n'est pas à même de compétir avec le secteur privé. Alors, puisque le chef de l'État tend la main, parce qu'il a tendu la main, si vous voulez, aux acteurs de la vie nationale. Alors, pour moi, cela doit se répercuter naturellement par la mise en place, la formation du nouveau gouvernement. On ne doit plus voir que, si vous voulez, des militaires. On ne doit plus voir que les gens que nous avons l'habitude de voir. Raison pour laquelle, dans la formation du premier gouvernement de la 5e République, il faudrait qu'il y ait cette démarcation. Il faut mettre une ligne rouge. Donc il faut qu'il y ait cette rupture. Un gouvernement de technocrates. Un gouvernement stratégique. Stratégique, bien. Oui, un gouvernement stratégique où on va par exemple retrouver presque tous les profils. Bien. Par exemple, des jeunes qui sont issus des ONG. Il y a beaucoup de rues qui sont tenues par des jeunes et des jeunes qui ont réussi, qui ont porté les valeurs de ces institutions-là très haut, sur le plan national, sur le plan international, avec leur système de management. Ces jeunes leaders aujourd'hui peuvent être portés au niveau des directions, au niveau des départements ministériels. Et je pense que le système de management implémenté au niveau de certains du secteur privé aujourd'hui qui a réussi, si le même système est implémenté au niveau de l'administration, au niveau du système public, ça peut permettre à la Guinée de tirer son épingle du jeu. Raison pour laquelle cette ouverture doit prendre en compte toutes les aspirations. Il doit prendre en compte, si vous voulez, en tenant compte du contexte, parce qu'il faut aussi tenir compte du contexte. Qui parle d'élection parle de sujets politiques. Alors aujourd'hui, le président Doumbouya a besoin de calmer le jeu. De calmer le jeu. Pendant la période de transition, il y a eu des frustrations. Alors,
Après cela, aujourd'hui, il faut calmer le jeu politique. Bien. Et calmer le jeu politique voudrait dire qu'il faut penser naturellement à mettre en place un gouvernement d'union nationale. Quand je parle de gouvernement d'union nationale, cela ne voudrait pas dire qu'on a besoin que des hommes politiques. Non, on a besoin des jeunes qui sont issus du secteur privé, qui ont réussi. Un exemple frappant, le PDG de Kavi Media. Alors, c'est un jeune entrepreneur qui a réussi aujourd'hui avec, si vous voulez, un système de management américain. Oui. D'ailleurs, les Américains, c'est là où ils sont en avance. C'est toute la voilà, c'est là où ils sont en avance. Parce que ce qu'on appelle le contrat de performance en management est issu du système anglais. Le système anglais l'a implémenté au sein de l'administration, ça réussit. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en train de le faire. Pratiquement dans les entreprises sérieuses, il y a cela, le système le contrat de performance. Et c'est à un moment appliqué aux et à un moment d'ailleurs, au sein de notre administration, c'est ce qui est en train d'être appliqué. Ouais. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut tendre la main aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes issus, si vous voulez, du monde des affaires. Il y a aussi la diaspora. On ne peut pas évoluer sans la diaspora. Donc si je comprends bien, Fali, pour ne pas te couper, puisqu'on n'a pas assez de minutes maintenant, c'est un gouvernement où on pourrait retrouver toutes les couches. Oui, toutes les couches. Un gouvernement d'union nationale, un gouvernement stratégique. Bien. Il faut s'en passer du système de récompense. Parce que les gens ont créé, on a vu, les gens ont créé des mouvements de soutien. L'objectif, c'était quoi? Tout faire pour avoir des jeunes, même qui vont insulter sur les réseaux sociaux, pour être portés à la tête d'un ministère. Mais ça a commencé à regarder les réseaux sociaux. On ne va pas rentrer dans les détails. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut un gouvernement, comme Fali l'a dit, d'union nationale, en 1 ou 2 minutes, de technocrates, composé de technocrates, de Gaspo, comme il a dit, ou de Guinéens de l'étranger, vivant à l'étranger? Moi, je préfère cela. Moi, je dirais tout simplement des Guinéens, parce que où nous sommes, nous restons Guinéens. Alors moi, je m'attends à un gouvernement dominé par la jeunesse. Dominé par la jeunesse parce que parmi les femmes, il y a des jeunes, parmi les hommes, il y a des jeunes. La couche juvénile doit vraiment prendre le pouvoir dans ce gouvernement. Alors, il faut aujourd'hui une rupture. Il faut faire un toilettage. C'est vrai, peut-être qu'il peut y avoir encore des ministres à garder dans ce gouvernement-là, mais ils ne devraient pas être nombreux. Parce que la plupart, quand même, ont montré leurs limites. Alors, il faut aujourd'hui se pencher. D'abord, il ne faut même pas se précipiter. Et pour prendre des décisions, notamment la nomination d'un gouvernement, il faut une étude approfondie de savoir réellement qui on doit nommer, pourquoi on doit le nommer Puisqu'en Côte d'Ivoire, ça a pris plusieurs mois à ce poste. Ça n'a rien à voir, donc il n'y a pas aujourd'hui des exigences juridiques ou judiciaires, et quand même poussant le président à coûte que coûte, disons, mettre en place un nouveau gouvernement. Il faut aujourd'hui, il ne faut plus laisser place à la sensation, surtout de tout ce que nous connaissons à la politique, à la politisation à outrance de l'administration. Il en a déjà rappelé. On en a connu, c'est ce qui nous empêche en grande partie d'amorcer ce développement. Mais peu importe la beauté de la politique que nous avons, des stratégies de développement, si la politique et les jeux politiques dominent tout, ça va être très difficile de s'en sortir. Alors, un gouvernement de récompense, si on se penche beaucoup sur l'aspect politique, on va se retrouver. On va forcément tomber dans un gouvernement de récompense. Parce qu'il a dit, je ne vais pas revenir dessus. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont crié ou qui ont fait naître des crières publiques. C'est pour ces fins-là. On en sait beaucoup. Il y a des gens qui tentent le tout pour le tout. Si vous connaissez très bien ce que cette expression dit en français, c'est ça aussi la politique. Tenter le tout pour le tout. C'est ça la politique. Pour se maintenir au pouvoir, pour se maintenir dans ce gouvernement-là. Certains, à l'heure où je suis en train de vous parler, certains sont en train de courir chez des karamoko. Donc c'est une réalité. Certains qui ne sont même pas en train de dormir. Il faut encore une nouvelle fois miser sur le mérite, le talent et surtout l'adéquation entre la personne qui doit être nommée et le poste qu'il doit
Est-ce qu'aujourd'hui, vous aussi, vous estimez qu'il ne sert à rien de mettre en place un gouvernement de récompense politique? Pas forcément. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien de mettre en place ici un gouvernement de récompense politique. Le pays a besoin maintenant de travailler. Il faut avancer. Donc il faut mettre les hommes à la place qu'il faut. L'homme à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut à la place L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci pour l'expression. Oui. Donc des vrais managers, des vrais leaders et pas des postes de récompense, pas des hommes politiques maintenant dans notre pays. Diana Boucham, la politique aussi a ses valeurs, hein, forcément. Tout n'est pas politique, mais la politique se mêle de tout. Oui, la politique, elle se mêle de tout. La politique, elle est très belle, mais il faut rompre avec cette tradition. Il faut sortir de ça. Il faut que la Guinée découvre d'autres pans. Il faut donner la chance à d'autres personnes, comme je l'ai dit à l'entame de ma prise de parole. Il faut mettre des personnes, des vrais patriotes, ceux qui peuvent, pour faire bouger les lignes. Pour faire bouger les lignes, des profils variés. Comme vous l'avez déjà écouté, auditeurs et téléspectateurs, la pub derrière, on prendra la direction des États-Unis pour parler de l'an 1 de la mandature de Donald Trump, l'homme qui fait trembler le monde entier. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir, inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Cavi TV. Cavi TV, la télé du développement.
salatugo mo batta wora wolisa wodi roto fe kavidia arame fe nunga matofera mamo barama wati sumunyi atemu ina ya kitiri tongo fe nangre wora wosali so ne munyanga to sobia so yi alura mene baho anfa sefan tema boke ka kanke anu bofa ka kanke ke woli de na hande ha bira tugutu mbara yeme legine hatu legine di bagam mabama se ka fe bori tanfan ko hatu wona wakat na maiti grafi tanfan yamiba ena mo. Bienvenue à vous, si maintenant vous nous rejoignez dans cette émission, le scanner, nous sommes là la deuxième et dernière partie de cette émission qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30 minutes. Nous vous accompagnons pour vous aider à comprendre l'actualité nationale et internationale. Puisque je parle d'actualité internationale, nous nous tournons vers les États-Unis. Donald Trump est de retour depuis un an. Il est où compose une fois encore sa vision du monde, un an après son retour à la Maison-Blanche, qui est réellement de la promesse American First, politique intérieure clivante, choix économique assumé, diplomatie offensive. S'agit-il d'un leadership fort ou d'un facteur de déstabilisation mondiale? Je le rappelais tantôt. Quel bilan tiré de la première année d'une mandature qui divise autant qu'elle mobilise? Fali Guilavogui, je commence par vous. Un an, Donald Trump, 24 janvier 20 janvier 2025, 20 janvier 2026. Oui. Il faut dire que Donald Trump aujourd'hui fait et défait le monde, et avec son système, son système de communication, d'influence, parce que coûte que coûte, vaille que vaille, il veut que le monde entier, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, il veut que le monde entier parle de lui. Et on le dit en communication, c'est que communiquer bien ou communiquer mal, c'est déjà communiquer. Voilà. Alors, monsieur Donald Trump, pour moi, comme vous l'avez dit, aujourd'hui est en train de déconstruire complètement le système des démocrates. Parce que les démocrates, c'était un peu les négociations, c'est un peu le leadership, c'est le management avant l'affirmation. Et Donald Trump, aujourd'hui, quand on analyse son bilan, que ce soit sur le plan interne comme sur le plan externe, je pense qu'il adopte une même posture. Sur le plan politique, aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est un système radical, un système fort, maîtrisé, qu'il a mis en place, parce que l'exécutif reste omniprésent. Alors, toutes les décisions sont ramenées à la Maison-Blanche. La plupart des institutions aujourd'hui sont inféodées à l'exécutif. Donc, ce qui fait de son pouvoir un système politique fort, mais qu'il essaye de maîtriser. Il n'y a pas de contre-pouvoir aujourd'hui, pratiquement. Toutes les décisions sont prises à la Maison-Blanche. Et c'est lui qui prend son bic quand il veut, il signe des décrets, quand il veut prendre telle décision pour enlever telle, pour augmenter les taxes. Donc c'est entre les quatre murs. Alors, vous savez que nous sommes dans un monde multipolaire, influencé par les grandes puissances. C'est-à-dire, vous prenez les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, j'en passe, aujourd'hui, qui essayent d'influencer le monde à travers leur système. Mais on a comme l'impression, aujourd'hui, un an déjà, que Donald Trump veut, nous sommes dans un monde multipolaire, mais il nous amène vers un monde unipolaire, c'est-à-dire les États-Unis qui deviennent... Tout repose sur les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis qui deviennent la superpuissance, tant sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan de défense, sur le plan diplomatique également. Alors, sur le plan interne aujourd'hui, il faut dire que c'est lui qui fait et défait. Mais moi j'apprécie son système économique. Voilà, parce que après tout, il met en avant, si vous voulez, les intérêts
de son pays, du continent américain, des États-Unis. Alors, ce qui fait que il a cherché à nationaliser d'abord les différentes actions, les différentes entreprises, voilà, toutes les grandes entreprises. Et aussi les taxes sont parfois augmentées, mais il travaille de sorte qu'il n'y ait pas de déperdition sur le plan économique, que tout soit reversé dans l'escarcelle donc de l'État américain. Donc ce qui fait aujourd'hui que le système économique reste un système fort, costaud. Donc il n'a pas besoin, si vous voulez, des autres États. Et d'ailleurs, sur le plan économique, il n'hésite pas parfois à augmenter, si vous voulez, les taxes. Donc ce qui pour moi fait que sur le plan économique, les États-Unis vont continuer encore à s'affirmer. Mais sur le plan politique, je n'apprécie pas assez, si vous voulez, qu'il soit en amont comme en aval de toutes les décisions politiques. Il n'y a véritablement pas aujourd'hui le système, quand on l'analyse, il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc Donald Trump fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il s'en fiche pas mal, si vous voulez, du cadre légal, du cadre démocratique entre griffes sur le plan interne. Parce que même dans son propre camp, il n'hésite pas à couper l'herbe, si vous voulez, sous les pieds des républicains. Sur le plan géopolitique, là également, à ce niveau aussi, il essaie. Il viole toutes les règles. Il viole toutes les règles. Vous avez vu aujourd'hui, beaucoup pensaient que Donald Trump empruntait pendant son premier mandat un système d'isolation. Mais il a déjoué presque les pronostics pendant son son retour à la Maison Blanche. Donc aujourd'hui, vous avez vu notamment la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, vous avez vu récemment son intervention au Venezuela. Alors, il devient inarrêtable. Il prend les décisions, il est imprévisible. Tous les jours que cela fait, il n'hésite d'ailleurs pas à lancer parfois la pierre dans le jardin de ses propres alliés. L'OTAN sur la question de l'Ukraine. Récemment, le Groenland, dont, si vous voulez, la question soulève, si vous voulez, fait couler encre et salive. Là également, il prend le contre-pied de l'OTAN, des Européens. Je pense que sur ce plan-là, Donald Trump, aujourd'hui, on peut dire qu'il est en train de mettre en place un système fort. C'est-à-dire que le multilatéralisme, il veut redessiner, si vous voulez, la carte du monde. Bien. Et c'est ça d'ailleurs, le monde multipolaire. Redessiner le monde, le nouvel ordre mondial, c'est que les pays les plus faibles vont disparaître au profit des pays forts. On s'en fiche pas mal du droit international. Sinon, je pense que Nicolas Maduro ne devrait pas être capturé et envoyé aux États-Unis pour être jugé. Ce qui est très grave. Oui, Diana Boukam, aujourd'hui, revenons un peu sur la première année de la mandature de Donald Trump. Beaucoup de faits, beaucoup d'actes ont été posés. Est-ce que vous partagez la même analyse que Mfalé Djilaboué? Moi, je vais faire un petit bilan. Donald Trump, comme l'a dit M. Mfali, a signé assez de décrets. Au total, on peut dire à peu près 227 décrets présidentiels durant cette première année. Et c'est plus que durant les 4 premières années qu'il a fait à la Maison-Blanche. Donc, ces décrets portent généralement sur des sujets d'immigration, de droits de douane, d'énergie, de politique ou d'annulation de décrets de son prédécesseur qui est Joe Biden. Et donc les droits de douane imposés à un nombre important de pays, ce qui a causé quelques frustrations dans quelques parties, et en particulier c'est avec ses partenaires traditionnels, par exemple le Canada ou le Mexique. Et donc en plus de ça,
Gaza, l'administration Trump a proposé son plan de paix dans assez de pays. À Gaza, par exemple, ou aussi le conflit entre le Congo et le Rwanda, la République démocratique du Congo, je veux dire, le Rwanda. Et il a aussi, je crois, rencontré le président russe, Vladimir Poutine. Plusieurs fois. Voilà, Vladimir Poutine, voilà. Et c'était même sa promesse de campagne, hein, justement, qui était une promesse de campagne, mais il n'a pas réussi à ramener la paix en Ukraine jusqu'à date. Et donc, en plus de ça, avec l'arrivée de Donald Trump, on a vu l'arrêt des financements des États-Unis dans plusieurs secteurs à travers le monde. Et il faut aussi dire que pendant ces une année de mandat de Donald Trump, il y a eu plus de 250 poursuites qui ont été déposées contre son gouvernement en 2025. Ouais, c'est quand même très énorme. Hein. C'est du Donald Trump et rien ne nous étonne. Est-ce que vous laissez encore dans les bilans? Non, je m'arrête là. Elle va se fatiguer. Il faut mettre le bas. Des chiffres qui... C'est des bilans, c'est un bilan, il faut dire, prolongeable et renouvelable. En tout cas, tout ce qui est... Il en a encore pour quelques années. Donald Trump, il faut dire que ce n'est pas difficile d'analyser le bilan de M. Trump. Aujourd'hui, il faut le prendre à travers plusieurs volets. Alors, le volet géopolitique, le volet économique, le volet politique. Comme Fali, je vais commencer par le volet économique où Donald Trump, aujourd'hui, quand même, il faut dire, dans la globalité, nous avons un bilan contrasté aux conséquences multicolores et qui peuvent s'avérer également durables, parce que si vous prenez sur le plan géopolitique et le plan politique, il y a ce bilan de Donald Trump, il faut dire que se heurte à tout et vraiment se dessine contre tout. Ce qui revient à dire que dans ces deux domaines-là, c'est un échec, je ne dis pas total, mais c'est un échec presque à 80% aujourd'hui de toutes les décisions que l'homme est en train de prendre, ou des décisions qu'il a déjà prises. Ce sont des décisions aujourd'hui qui remettent le monde quand même au bord, disons, du pire. Au bord du pire, je ne vais pas prononcer une troisième guerre mondiale, mais au bord du pire. Parce qu'aujourd'hui, ces décisions qui sont en train d'être prises, si vous regardez la nature des décisions, ça défie l'ordre juridique du monde entier. Et il faut quand même le dire, il faut oser le dire. Alors, sur le plan économique aujourd'hui, c'est incontestablement une réalité. Donald Trump est en train quand même de faire des prouesses. Ça n'engage que moi, mais ce qui est en train d'être fait aujourd'hui avec toutes les décisions, notamment taxes de douane, des décisions allant dans le sens de couper tout ce que ces aides à travers pour certains pays, ça aide quand même les États-Unis aujourd'hui à renforcer leur système économique. Alors, il faut dire que la première année de Donald Trump a produit une croissance économique vigoureuse et une inflation relativement contenue, mais au prix quand même d'un creusement des inégalités et d'un effritement des libertés démocratique. Ça, c'est du Trump. Il nous avait déjà promis cela lors de son premier passage à la Maison-Blanche. Et aujourd'hui, il ne fait que lier l'acte à la parole. Et sauf que si vous quittez un peu ce navire économique, vous vous retrouvez dans le volet politique. Il faut dire que c'est d'échec en échec. Alors, échec en échec, pourquoi je vais le dire? Parce que les décisions, la plupart, c'est 200 et quelques décrets signés. Si vous regardez, la plupart ou la moitié, en tout cas quand même, de ces décrets-là, c'est des décrets, disons, d'ordre politique. D'ordre politique, aujourd'hui, avec la géostratégie, qui semble mal partie, et pour lui, et pour le reste du monde. Et surtout parce que cela heurte un peu, disons, l'ordre mondial. L'ordre mondial, contestablement, incessamment bouleversé par ces différentes décisions-là. Si vous prenez des promesses d'abord de campagne, Donald Trump avait promis au monde entier que dès sa réélection, la guerre en Ukraine, on n'en parlera plus. Sauf que cette décision ou cette promesse, cet engagement s'est heurté à un iceberg quand même sur le terrain, parce que connaissant aujourd'hui l'homme à qui il a affaire, vous voyez lui-même, il est allé à un moment donné, il a dit
il est fou, c'est un fou. Lui-même, il l'a reconnu. C'est un fou. Il l'a dit lui-même. Un fou reconnaît un fou. Vous voyez, donc il y a plus fou que lui. Et finalement, après la capture de Nicolas Maduro, la question lui a été posée. Il dit qu'il n'envisage pas faire pareil avec M. Poutine. Il dit qu'il n'envisage pas faire pareil avec Poutine, connaissant aujourd'hui de tout ce qu'il a déclenché, allant d'abord de cette guerre qui a opposé l'Iran à l'Israël, la guerre de 2 jours. De l'autre côté, vous avez des décisions aujourd'hui qui ont fait quand même réagir et la Chine et d'autres puissances mondiales, des dernières décisions allant dans le sens aujourd'hui de classer des pays, en tout cas quand même parlant de l'immigration, sur la dernière liste qui est sortie où on voyait 76 pays, notamment la Guinée, la Russie également. Ce sont des décisions aujourd'hui de Donald Trump sur le plan politique qu'il faut dire que moins de réussite pour les États-Unis. De l'autre côté, la capture de Nicolas Maduro, faut-il encore qu'on en parle parce que cela désobéit quand même à toutes les règles, notamment même la charte de l'ONU. La charte de l'ONU qui garantit notamment l'intégrité territoriale et quand même des États et surtout aussi ce charisme quand même qu'incarnaient les États parce que la souveraineté des pays aujourd'hui reste quand même un enjeu majeur. Alors Donald Trump qui capture un président d'un autre pays sur un territoire qui n'est pas le sien, il faut quand même comprendre que l'ordre mondial était là à l'épreuve et finalement ça a vacillé parce qu'il n'y a pas eu de réaction forte derrière. Nous avons vu, à part des discours de condamnation, il n'y a pas eu de réaction sur le terrain. L'ONU qui est restée silencieuse, il faut dire l'Union européenne que nous connaissons déjà parce que l'Union européenne, à chaque fois, c'est elle qui est aujourd'hui en train de subir les menaces les plus accrues quand même de Donald Trump pour dire attention, on n'assure plus la sécurité, votre sécurité, donc il faut savoir réellement ce que vous devez dire en public. Ça réduit aujourd'hui, ça démystifie le monde entier et ça démystifie carrément ces organisations internationales. Parce que si un tel acte a été posé pour un président qui n'est pas, disons, un président des pays, disons, des États-Unis, un pays qui ne fait pas partie des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un ensemble de pays, il faut quand même comprendre, il s'agit d'un territoire souverain où on vient cueillir quelqu'un avec une arrestation spectaculaire ou une capture aussi qui a duré carrément 5 minutes. Il faut comprendre aujourd'hui, il n'y a pas eu de réaction derrière. Cela sous-entend que Donald Trump peut faire pire et que l'impunité lui est garantie. Alors aujourd'hui, on a besoin d'un monde restauré avec peut-être de réactions fortes de l'ONU d'abord, mais pour ce qui est de l'OTAN, pour ce qui est de l'Union européenne, il faut quand même dire aujourd'hui la démystification a été vraiment de trop. Oui, Bangali, rapidement. Oui, justement, Abdallah, et il faut rappeler que Donald Trump, c'est un président qu'on a vu revenir à la Maison-Blanche comme revanchard, on peut dire ainsi, parce que moi je dirais tantôt, Donald Trump acte 3. Parce que acte 3, sa première mandature en 2016 à 2020, Donald Trump, il est venu du secteur économique, manager et ainsi de suite pour se retrouver à la Maison-Blanche. Donc il est venu, toute la politique qu'il avait en lui, il n'a pas pu les mettre en place. Donc finalement, nous avons vu que comment il est parti et sa chute, il ne l'a pas du tout digéré. Et après ça, cette période, avec toutes ces années judiciaires qu'il a eues avec les démocrates, donc il s'est préparé. Finalement, il a failli être écarté carrément de la politique américaine, même au niveau des républicains, jusqu'à ce qu'il a créé un mouvement pour revenir encore au niveau de la Maison-Blanche. Et vous voyez tous ces problèmes que Donald Trump a eu à traverser pendant ces différents moments. Et on a retrouvé un Donald Trump, personne ne s'attendait, et il est revenu encore à la Maison-Blanche. Donc je me dis que Guénabou l'a rappelé tout de suite là, en 4 ans,
le décret qu'il n'a pas pris. En une année, il a fait plus de 200 et quelques décrets. Donc c'est pour dire qu'il n'a pas digéré sa chute à la Maison-Blanche. C'est une revanche, on peut le dire ainsi, parce que la prise du Capitole, le Capitole quand même, avec ses partisans qui sont venus, sont attaqués le Capitole, et à l'époque, c'était les républicains qui étaient au Sénat pour lors de la confirmation ici du mandat du Joe Biden. Donc Donald Trump, il n'a pas digéré cela. Donc il est venu pour une seconde fois, parce qu'aux États-Unis, là-bas, il n'y a pas un troisième mandat. C'est une dernière chance. Après ces 4 ans-là, il va plier ses bagages pour carrément quitter la Maison-Blanche et laisser la place à une autre personne. C'est du Trump, hein? Non, c'est du Trump, mais attention. C'est du Trump, parce que là, il n'a pas voulu quitter lors de son premier mandat la Maison-Blanche. Mais à la dernière minute, le Sénat a confirmé les résultats de Joe Biden, malgré qu'il y a eu l'attaque du Capitole par ses partisans, mais la loi a été respectée là-bas aux États-Unis. Donc cette fois-ci, il est en train d'anticiper, parce que là, aujourd'hui, il a les couteaux franches, c'est sa dernière carte. Ouais. Donc il ne veut plus maintenant dire que, ouais, et si je savais. Donc si je savais là, dès son arrivée à la Maison-Blanche, nous avons vu, dès le lendemain, il a commencé à anticiper ses décrets, notamment dans le cadre de l'immigration. Beaucoup de décrets, la rupture, les charges que les États-Unis prenaient à l'extérieur, notamment pour les États africains, l'USAID, Green Card et d'autres institutions. Les financements américains ont été bloqués dans tous ces secteurs. Et aujourd'hui, même des institutions, plus de 60 et quelques institutions qui sont rattachées aux Nations Unies, tout est bloqué. Et pour dire que c'est les nations, c'est l'Amérique qui tient les couteaux de franche ici au niveau des Nations Unies. Donc Donald Trump, c'est un président qui a un bilan mitigé, on peut le dire ainsi. Certes, l'Amérique d'abord. Pour cette première année. Pour cette première année, l'Amérique d'abord, il est venu pour redonner la force encore aux États-Unis, parce que c'est quoi qu'on dise, que la politique intérieure, c'est ça quand même sa mission. Il est président, il n'est pas président du monde, mais il est tout d'abord président des États-Unis d'Amérique. Mais il a complètement bousculé, bouleversé la politique, la diplomatie. L'ordre mondial. Oui, il fallait pour terminer en 1 minute. Oui, pour terminer rapidement, je crois que sur le plan géostratégique, il faut quand même reconnaître que Donald Trump met toujours en avant les intérêts des États-Unis, parce que lui-même étant conservateur, et donc il ne badine pas avec les intérêts des États-Unis, raison pour laquelle parfois lui-même il se contredit, il prend des décisions et puis il revient dessus. Donc tout ça, il veut que le système donc d'influence des États-Unis soit toujours au sommet. Alors qu'avec les démocrates, c'était un peu les négociations, les alliances avec des pays amis. Donc cette règle a été brisée par Donald Trump. Mais moi je crois qu'il y a quand même des éléments, des facteurs qui sont en sa faveur, dans la mesure où nous sommes dans un monde qui est en guerre, un monde multilatéral. Voyez un peu aujourd'hui la guerre de l'Ukraine. Alors je pense que ça a basculé un peu le multilatéralisme, parce que vous voyez la position de la Russie. La Russie est aujourd'hui impliquée dans la guerre en Ukraine. On ne comprend pas trop la position de M. Donald Trump. Parfois, il est du côté de la Russie, et parfois, on a comme l'impression qu'il est du côté des alliés, donc des pays européens. Donc, il n'a pas un chemin d'assaut lisible qu'on puisse voir. Bien. Et vous prenez le cas de Nicolas Maduro récemment. Parce qu'on va en parler, c'est vrai, il est déjà à l'heure, mais il y a aussi certains éléments qu'il faille que les gens prennent en compte. Il y a eu des condamnations, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les États-Unis restent forts parce que la Russie est en guerre. Alors, est-ce que la Russie, au-delà de la condamnation, devrait intervenir? Parce que Venezuela reste quand même un pays allié, un pays ami à la Russie, à la Chine. Ouais. Voilà, à la Chine et à la Russie. Mais est-ce que ces deux puissances devraient intervenir? Outre les condamnations, la réponse est non. Ouais. C'est vrai qu'il y a des accords qui sont scellés entre ces trois États, mais il n'y a pas d'accord mutuel de défense entre la Chine et Venezuela, entre la Russie et Venezuela.
Et dans ce cadre, donc, ces deux puissances ne devraient pas intervenir. Et au-delà d'ailleurs, la Chine fait beaucoup attention. La Chine est prudente. La Chine, elle est très prudente. Parce que, est-ce que c'est une guerre? La Chine se dit, qu'est-ce qu'elle va gagner dans cette guerre entre les États-Unis et les pays de l'Amérique latine, notamment Venezuela? Qu'est-ce que la Chine, si jamais elle s'engageait, qu'est-ce que la Chine a à gagner? Rien. Donc, raison pour laquelle elle est prudente. La Russie est déjà engagée sur le plan logistique, sur le plan humain, du côté de l'Ukraine. Alors, est-ce qu'il faut être sur deux fronts? Ça va être suicidaire pour Vladimir Poutine. Donc, raison pour laquelle, sur le plan stratégique, alors, les États-Unis vont continuer encore à s'affirmer parce que il y a ces éléments-là qui entrent dans le jeu du multilatéralisme. Merci Fadi Lavogui. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication politique et publique. Oui, c'est à moi de vous remercier. Et je pense qu'on se retrouvera bientôt. Très bientôt pour brosser l'actualité. Je reste à votre entière disposition. Pour brosser l'actualité nationale et internationale. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Bangali Kamara, le nouveau. Merci Abdallah, deuxième semaine. Bientôt. Merci Guinabou Kiam qui revient d'un long congé, trop long même pour être vécu. Merci Guinabou. Merci Abdallah et merci à tous qui nous ont suivis. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs, aux équipes techniques, à la réalisation, à la régie, à la production. On se reprend donc demain, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité, pourquoi pas avec d'autres acteurs de la vie nationale et internationale. D'ici là, prenez soin de vous rester en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée.